Donc dans la serre tunnel, comparée à la plate-bande extérieure que nous avons vue, la croissance est beaucoup plus avancée. Et je peux vous montrer ici quelques pucerons sur la tomate. Par exemple, sur cette feuille, j'en vois pas mal, mais je ne m'en inquiète pas parce qu'en général, quand on regarde ces plantes, elles sont fortes et en bonne santé, la couleur est bonne, oui, il n'y a pas de problème. Et aussi, en regardant les points de croissance, je ne remarque pas de pucerons particuliers là-dedans, ce qui pourrait être un problème. On pourrait voir ça dans la serre tout à l'heure sur quelques aubergines, en fait. Et je vous montrerai la différence à ce moment-là. Et une chose que vous pouvez faire avec les pucerons, c'est de les laver. Si jamais vous avez un problème, vous savez, s'il y en a plus que ça, ce n'est pas vraiment une infestation, c'est juste quelques-uns, ce qui est en fait très bien parce que ça veut dire qu'il y aura probablement quelques coccinelles ici quelque part, donc il y a un bon équilibre. Une croissance forte et saine, en général, on a moins de pucerons. Donc, si vous en avez beaucoup, il faut se demander, est-ce que mon sol est assez bon? Est-ce que j'ai assez paillé? Le non-bêchage aide vraiment. J'ai reçu un email très intéressant hier d'un gars sur un site de jardin ouvrier près d'ici, et il disait que sur les 20 parcelles de son site, tous les autres cultivent en bêchant, en passant le motoculteur. Lui, il ne bêche pas, et ses fèves sont les seules à ne pas avoir de pucerons noirs, les seules sur les 20 parcelles. Et il disait qu'elles sont beaucoup plus fortes, plus saines et ont un goût fabuleux. Donc c'est vraiment une bonne recommandation pour le non-bêchage dans un commentaire comme ça. Et ici, tout est en non-bêchage. Je pense que vous le savez, ça aide vraiment la santé du sol, la santé des plantes. Il y a une autre chose qui se passe ici, mais ce n'est pas lié au sol ou quoi que ce soit, c'est encore la température. Et c'est ce roulis des feuilles. Toutes les variétés ne le font pas. Vous pouvez voir que celle-ci, c'est Sungold, qui est plus tolérante aux conditions fraîches et qui roule généralement ses feuilles un peu moins que celle-ci. J'ai peur d'avoir oublié son nom. Elle a perdu son étiquette lors du déplacement dans la serre tunnel. Mais en gros, ce n'est pas un gros problème si vous voyez ça. C'est très courant que les tomates roulent leurs feuilles. Ce n'est pas un manque d'eau. Elles ont toutes eu la même quantité d'eau. Vous voyez, celle-ci ne roule pas juste à côté de celle qui roule. C'est un trait variétal, encore une fois. Certaines variétés le font plus que d'autres. Et c'est lié aux différences de température entre le jour et la nuit. J'ai un thermomètre là-bas, c'est très intéressant. Il fait en fait assez frais ici la nuit. Dernièrement, il a fait plus froid ici que dehors, plus froid dans la serre tunnel qu'à l'extérieur. Je le répète parce que ça paraît tellement étrange la nuit, parce qu'il n'y a pas de mouvement d'air. Et vous savez comment il fait froid la nuit, le gel et tout ça, quand l'air est immobile et que l'air plus chaud au-dessus ne se mélange pas avec l'air froid en dessous. Donc ça se produit un peu, surtout que le polyéthylène ne retient pas vraiment la chaleur, il chauffe rapidement quand le soleil brille, il garde un peu de chaleur infrarouge, mais la nuit, ce n'est plus le cas, donc la chaleur s'échappe. Alors que ma serre en verre, c'est une comparaison très intéressante, il y fait environ 3 degrés de plus, 5 à 7 degrés Fahrenheit de plus dans la serre, et on peut voir la différence là-bas, il n'y a presque pas de roulis des feuilles, et les aubergines non plus. J'apprends toujours beaucoup dans mon jardin parce que je cultive beaucoup de plantes identiques dans des conditions différentes. C'est par exemple ces aubergines. Elles ont été semées et plantées à la même date que celles qui sont dehors. Désolé, elles ont été semées et plantées un peu plus tôt, mais en gros elles se ressemblent beaucoup et le calendrier n'est pas très différent. Pourtant, vous pouvez voir à quel point elles sont plus grandes par rapport à celles qui sont dehors. Du fait qu'elles sont dans cette serre où il fait nettement plus chaud, et à ce propos, les tomates ne montrent pas beaucoup d'enroulement des feuilles parce que les nuits, ici en particulier, sont environ 3 degrés plus chaudes que dans le tunnel plastique. Le verre et le bois retiennent simplement un peu plus de chaleur. Donc on apprend tout le temps grâce à ces petites différences et c'est aussi fascinant et un peu inquiétant de voir combien il y a de pucerons sur les aubergines parce que oui, elles en sont vraiment assez couvertes à certains endroits. Et pourtant, je ne suis pas aussi inquiet que je pourrais l'être parce qu'en fait, je regarde ces aubergines et elles ont l'air vraiment fortes et en bonne santé et ça compte, vous savez. Si elles étaient toutes jaunes et flétries ou quoi que ce soit, il y aurait plus de raisons de s'inquiéter. Et je sais que les prédateurs de pucerons à cette période de l'année deviennent de plus en plus nombreux et, d'après mon expérience, ils vont sûrement régler ça bientôt et rétablir un meilleur équilibre.
Et ce n'est pas pour dire qu'il n'y aura jamais de pucerons, parce qu'il doit toujours y en avoir un peu, sinon les prédateurs disparaissent aussi. Donc, en ce moment, on a une prédominance de pucerons et je vais les arroser à nouveau plus tard pour disperser certains de ces pucerons simplement sur le sol et en gros les ralentir un peu. Et nous terminerons cette discussion sur les nuisibles en regardant quelques mineuses et moineaux sur les feuilles de betterave. Les betteraves ont vraiment souffert ce printemps, en particulier à cause de la mineuse, et c'est un nuisible c'est un insecte qui pond ses œufs entre les deux couches d'une feuille et les creuse, ce qui fait que les feuilles finissent par avoir un aspect vraiment répugnant. Peut-être que celle-ci en est une bonne démonstration. On observe ce jaunissement puis le brunissement d'une zone entière et parfois on peut essayer d'ouvrir la feuille et trouver une petite larve qui rampe à l'intérieur, mais je n'en vois pas ici. Elles sont clairement présentes cette fois. Beaucoup, parce que tant de ces feuilles sont touchées, et pourtant il y a encore beaucoup de bonnes feuilles. Et c'est une belle illustration de la façon dont, même lors d'une année où parfois on subit une forte attaque de ravageurs, peu importe laquelle, si votre sol de base est bon, sain et fort, et que vous avez planté au bon moment, donc ces betteraves ont été semées fin février sous serre, plantées ici fin mars, recouvertes de voiles, et regardez cette belle touffe de 4 betteraves robustes à récolter. Donc ça, c'est malgré une attaque de ravageurs. Et c'est une partie de l'ensemble. Les ravageurs seront toujours présents parmi nous. Faire pousser vigoureusement nos plantes aide vraiment, surtout en sachant quoi faire, et s'il faut réagir, je dirais qu'en général, avec la mineuse des feuilles, surtout à ce niveau de dégâts, je constate ici la croissance de la betterave. Je ne m'en suis pas inquiété, je préfère ne pas la voir, mais ça ne nuit pas à la récolte. Ce qui se passe aussi ici, et qui peut nuire à la récolte quand les betteraves sont petites, ce sont les moineaux qui picorent les feuilles. Et il y en a quelques-uns là-haut qui nous regardent pendant qu'on filme, et c'est un petit problème d'oiseaux, rien de grave. Ce n'est pas aussi gênant que les pigeons, parfois en hiver. Mais si j'avais semé les betteraves ici et qu'elles commençaient à lever, les moineaux picoreraient simplement les bords des feuilles, comme ça, ou ils grignotent tout autour. Parfois, ils font même un trou au milieu, et quand le plant est petit, ça peut les anéantir. C'est une des raisons pour lesquelles on transplante les betteraves et même qu'on utilise un peu de filet ou de voile pour les aider à démarrer. Une fois qu'elles sont plus grandes, elles peuvent supporter ce genre de dégâts. Les moineaux font ça aussi, ici, avec les bêtes, ce qui est un peu plus embêtant, surtout pour moi si je veux les vendre, parce que ça ne donne pas très bien. Dans ce cas-là, on met un filet anti-oiseau dessus. C'est toujours une option pour empêcher les oiseaux de manger vos plantes. Et enfin, dans ce catalogue d'horreurs, nous allons regarder une ou deux maladies, en commençant par les pommes de terre. Ici, nous avons de belles pommes de terre, Charlotte, une variété de seconde précocité. Et j'ai planté les pommes de terre de semences en terre la 2e semaine d'avril. C'est aussi, à bien des égards, une parcelle d'essai. C'est la 5e année consécutive que je fais pousser des pommes de terre ici, au même endroit. Et jusqu'à présent, tout allait bien. Soudain, la semaine dernière, j'ai remarqué ceci, ce qui est la jambe noire. D'après ce que j'ai pu découvrir, c'est en fait quelque chose qui arrive avec la pomme de terre de semence. Je pense que c'est utile pour vous de le savoir, car si cela vous arrive, vous pouvez peut-être vous plaindre auprès de votre fournisseur de semences, ou au moins l'en informer. Je ne pense pas que cela vienne du sol, même si, en l'occurrence, je n'ai pas fait de rotation ici. Mais ce que je ne ferai pas, c'est cultiver des pommes de terre ici l'année prochaine. Il n'y aura pas de 6e année, car cette bactérie qui provoque le noircissement de la tige, c'est l'une des rares maladies bactériennes, contrairement aux maladies fongiques, et elle persiste dans le sol pendant un certain temps, voire des années. Donc, juste pour voir ce qui se passe, je me suis dit que ce serait intéressant. Je vais récolter celle-ci, et il y a peut-être quelques pommes de terre comestibles ici. Principalement en tirant un peu comme un levier, parce que les tiges ont été affaiblies par la bactérie et oui, vous pouvez voir qu'il y a une récolte. Ceux-ci seront bons à manger, au fait. Mais je me débarrasse de ce lot
sans trop répandre les feuilles infectées ni rien, parce que apparemment c'est assez infectieux. Je ne pense pas que ce soit juste de la vieillesse. Je crois que sur celle-ci, je ne vois pas de noir sur les autres tiges, mais ce sont surtout les tiges qui attrapent à ça. J'ai peut-être enlevé ça un peu trop vite pour vous montrer, mais ça, vous voyez, c'est vraiment noir en fait. Ce genre de noircissement sur une tige, si vous voyez quelque chose comme ça sur vos pommes de terre, c'est très marqué. Ce n'est pas juste un jaunissement normal dû à la vieillesse, et c'est aussi assez soudain si la plante avait l'air en bonne santé et que tout à coup elle ne l'est plus. Mais cela dit, au moins ce n'est pas une catastrophe totale. Il y a une récolte de pommes de terre Charlotte, une variété de deuxième précocité ici. C'est en culture sans labour. Les tubercules poussent principalement dans le compost en surface et vous pouvez voir comment je les ai surtout tirés. Je n'ai pas eu besoin de... Je laisse juste un peu, c'est un essai. Ce qui a attiré mon attention à l'instant, c'est l'ancienne pomme de terre de semence. Ce que j'aimerais faire, c'est ne pas laisser trop de résidus ici, de tout ce qui a été touché par ces bactéries. Je vais probablement surveiller ces plants voisins maintenant. Normalement, on récolterait ceux-ci dans environ 2 semaines. Mais si je vois que ça se propage, on récoltera probablement toute la planche, juste par précaution, parce que je ne veux pas que ça s'accumule dans le sol ici. L'autre chose, bien sûr, qui affecte les pommes de terre certaines années à cette période de l'année, là on est fin juin et il commence soudainement à faire plus chaud. Et si on a de la pluie, comme quelques jours de pluie, une humidité constante et élevée avec les températures actuelles qui sont constamment au-dessus de 10 degrés Celsius 50 Fahrenheit, c'est là qu'on peut avoir le mildiou. Nous avons eu ce niveau d'humidité ambiante et de pluie. Les 2 semaines précédentes, il ne faisait pas assez chaud la nuit. Ont été basses, souvent entre 5 et 8 degrés Celsius, dans les 40 Fahrenheit, donc nous avons été épargnés par le mildiou, mais cela ne durera pas. Je n'ai pas de mildiou à vous montrer ici, et je sais que les gens s'en inquiètent. Je pense que c'est un peu trop en fait. Ce n'est pas du mildiou, c'est simplement le jaunissement des feuilles dû à la vieillesse. Par exemple, des taches sur les feuilles, c'est courant, oui voilà. Ce n'est pas du mildiou. Pas de souci, je ne sais pas exactement ce qui cause des taches étranges comme ça ou un petit trou. Le mildiou est bien plus visible. Ce que vous voyez, c'est un brunissement presque translucide des feuilles qui s'agrandit soudainement et rapidement. Elles ramollissent et rapidement la plante paraît misérable, les feuilles meurent. Si le temps reste favorable, humide et chaud, vous savez, en 1 semaine, tout ici pourrait brunir. Parfois, ça commence puis le temps devient sec et ça s'arrête et vous pouvez enlever quelques feuilles et ça peut aller, mais souvent c'est un peu irréversible quand on a le mildiou. Mais je ne vois absolument rien de tout ça ici, donc faites-le. Je vais mettre une photo pour accompagner cette vidéo du mildiou que vous verrez et ça vous aidera à le reconnaître. Ça vaut vraiment la peine de faire un peu de recherche sur certains de ces problèmes possibles pour savoir exactement ce que vous cherchez, pas juste deviner. Et on va finir par jeter un coup d'œil à quelques oignons et à 1 ou 2 choses qui se passent avec eux parce qu'ils peuvent aussi poser problème. D'ailleurs, ça, je ne vais pas le composter. C'est une des rares choses que je vais envoyer au recyclage, ce qui ira très bien parce qu'il chauffe à plus de 80 degrés. Il tue tout en fait. Même cette jambe noire ne survivra pas à ça. Donc au moins, ça deviendra de la matière organique. Ici, différentes plantations d'oignons sont destinées à divers usages. C'est intéressant d'observer leur croissance et ce qu'on peut en apprendre. Par exemple, ceux-ci sont des Lisbonnes blanches. C'est une variété d'oignons que j'ai semé en module en septembre dernier, début septembre, et planté ici en octobre dernier, début octobre. Ils passent l'hiver, ce sont de petites plantes, puis ils produisent des oignons nouveaux, qui sont en fait des oignons immatures pour salade, si vous voulez, et on les récolte quand ils n'ont pas encore formé de bulbes, avec beaucoup de verre. Mais si vous les laissez, même les oignons nouveaux, entre guillemets, deviennent des oignons, entre guillemets, au final. Ce sont tous des oignons. Mais 1 ou 2, ici, commencent à monter en graines, et ça vient de
du fait qu'ils ont été semés vraiment très tôt par rapport à ce que l'oignon pense faire pour produire des graines, et ils ont passé l'hiver. Mais il n'y en a pas beaucoup qui montent en graines ici, mais ils le feront si on les sème trop tôt. Vous verrez des oignons monter en graines à partir de semis, ou surtout à partir de bulbilles, si vous les semez trop tôt, si vous plantez trop tôt. Si vous plantez des bulbilles avant, je considère toujours qu'ici, c'est vers la mi-mars, il y a plus de risques que les oignons montent en graines. Et puis, avec la montée en graines, comme ici, il y en a un qui monte, j'ai enlevé la tête. Mais les oignons sont des choses étonnantes, et la façon dont ça se divise, ça fait maintenant un oignon séparé à l'intérieur. Donc ça, c'est la tête montée en graines, qui est devenue assez dure et creuse. Et on n'aurait pas vraiment envie de manger ça, mais il y a encore un peu d'oignon ici que vous pouvez manger. Vous savez, même si ça a commencé sa vie comme un oignon nouveau, si vous voulez, ils deviennent de beaux oignons bulbes. Mais certains font un peu ce truc de pourriture qu'ils font parfois, et je ne suis pas trop sûr de ce que c'est, en fait. Je veux dire, celui-ci est encore un bel oignon, mais ce sont les feuilles qui commencent à jaunir pas mal. Mais cela dit, une fois que vous les avez coupées, ce n'est pas comme la jambe noire qu'on vient de voir sur les pommes de terre, où c'est une catastrophe. En fait, cela dit, celui-ci pourrit complètement, mais ce n'est pas la pourriture blanche. Si c'était la pourriture blanche, qui est une horrible maladie fongique et non bactérienne des oignons, il n'aurait pas de racines saines comme ça. Quand on a la pourriture blanche, on voit les feuilles devenir très vite jaune vif, puis la plante s'effondre, parce que si vous la tirez, elle n'a plus de racines, c'est un champignon qui mange les racines, tout simplement. Donc vous ne voulez pas ça. Si vous avez ça dans votre sol, souvent à cause des bulbilles d'oignons, il faut le dire, et c'est encore une raison pour laquelle je préfère cultiver les oignons à partir de graines. Si vous avez la pourriture blanche, alors allez, sans bêchage, parce que ça veut dire que vous ne le répandez pas partout en cultivant, donc ça aide. Et les gens qui l'ont eu m'ont dit, et je l'ai eu une fois, que généralement en 4 ans, votre sol peut en être débarrassé. Donc ce n'est pas la fin du monde, mais vous ne cultivez pas d'oignons, de poireaux ou d'ail pendant environ 4 ans. Ça peut aussi arriver avec des semences d'ail, malheureusement, de temps en temps. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit. Vous savez, vous pouvez garder votre propre ail pour le replanter si vous le souhaitez. Et je vais juste finir en mentionnant une belle culture saine ici. Ce sont des oignons semés début mars cette année, semés en multi dans des modules, plantés début avril. Ce sont des oignons rouges où ils deviendront des oignons bulbes. Je veux dire, ceux-ci aussi, vous pourriez les arracher pour faire des oignons nouveaux comme ça. Les oignons sont tous assez similaires, mais ceux-là ont été sélectionnés pour faire de beaux bulbes aussi. Donc je vise 4 ou 5 dans une touffe. Parfois, si j'en vois plus que ça, j'enlève les petits pour les utiliser comme oignons nouveaux. Mais en général, c'est sain et ça me dit que le sol est bon et que je n'ai pas trop à m'inquiéter. Vous savez, ce petit incident de pourriture ici, on a déjà récolté presque 100 oignons nouveaux sur cette parcelle, donc ils ont vraiment bien donné. C'est une histoire plutôt positive et j'espère que cette vidéo ne vous a pas trop inquiété. Ce que j'ai montré, c'est pour vous aider à identifier certains problèmes et je vous souhaite un bon jardinage, une bonne santé et du bien-être en général. Mais il y a toujours quelques soucis, alors gardez-les en tête et réagissez si besoin. Mais souvent, il n'y a pas besoin. Il suffit de connaître un peu et de traiter le problème dès que vous le voyez très rapidement.